Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans le webinaire du KIF. On va parler de la santé des entreprises sociales et de la réaction des accompagnateurs et plus largement de l'écosystème de soutien aux entreprises de l'ESS. Vous étiez plus de 320 inscrits ce matin. Vous êtes déjà 115, 117, 120 participants. On est très impressionnés par le nombre d'inscrits, d'intéressés. On se dit que c'est vraiment le signal que le sujet est un sujet important aujourd'hui pour l'écosystème de soutien des entreprises de l'ESS. Juste un petit point technique avant de commencer, vous dire que ceci est un format webinaire. Alors c'est la première fois en plus qu'on l'utilise, vous allez tester avec nous, mais ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous voir entre vous, vous ne pouvez voir que les gens qui sont en train de parler. Mais par contre vous pouvez bien évidemment allègrement utiliser le chat. Je vois qu'il est déjà utilisé. Pour commenter, poser des questions, témoigner. Vraiment, n'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez dans ce chat, à la fois parce que nous, ça nous permet d'enrichir notre vision de ces enjeux, mais aussi parce que on aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, et donc on pourra sélectionner quelques questions pour y répondre et les poser aux intervenants. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de notre webinaire, je voulais vous dire quelques mots pour vous présenter le KIF, ceux qui vous accueillent ce matin. Donc le KIF, peut-être, pardon, vous redire que donc moi je suis Léna Gittner, j'ai la chance d'être la déléguée générale du KIF et d'en être la cofondatrice. Le KIF, c'est une alliance de 9 accompagnateurs des innovations sociales. Donc vous pouvez voir la carte ici, l'adresse en Normandie, le labo des partenariats en Grand Est, Rhône-Alpien en Auvergne-Rhône-Alpes, Intermed dans la région Sud, Première Brique en Occitanie, Atis en Nouvelle-Aquitaine, les Écosolides dans les Pays de la Loire et Entropia et Make Sense en Île-de-France. Donc vous l'avez peut-être remarqué, on n'utilise plus vraiment le mot d'incubateur, on utilise plutôt le mot d'accompagnateur, parce qu'en fait le mot d'incubation c'est un mot assez technique qui veut dire accompagner des entreprises, en l'occurrence de l'ESS pour nous, dans des phases de création. Et en fait on s'est rendu compte que chez les accompagnateurs qui sont membres du KIF aujourd'hui, cette activité d'accompagnement d'incubation en fait ne représente qu'un tiers de leurs activités et qu'elles ont d'autres métiers. Pour vous redire un peu ce que font tous ces membres, évidemment leur métier historique qui continue, qui est d'accompagner des entrepreneurs de l'ESS, des entrepreneurs sociaux, à des phases de création, des phases de développement, des phases d'essaimage. Un deuxième métier qui est de développer des opportunités. On dit souvent que les accompagnateurs, ce sont les premiers VRP des entreprises sociales, à la fois pour trouver les premiers clients, pour trouver les premiers partenaires, pour trouver les premiers mètres carrés, pour aider à trouver les premiers salariés. Les accompagnateurs ont vraiment un rôle territorial de développement d'opportunités. Ils ont aussi un autre métier qui est d'éclairer des nouveaux possibles, ce qui sous-entend pour nous de travailler sur des filières à l'échelle territoriale, des filières économiques, des filières sur des thématiques bien précises pour accompagner ces filières et leur permettre de se déployer le plus solidement possible. Et puis, il y a aussi un métier d'écoute territoriale, sectorielle, de diagnostic, mais aussi un métier que vous connaissez sûrement qui s'appelle le métier de fabrique à initiative, que certains membres du KIF portent, qui est un label déposé par la ville, par la ville, qui est un générateur de projets, donc inventer des nouveaux projets à des problèmes territoriaux, sociaux ou sociétaux. Et puis le dernier métier, c'est un dernier métier qui est le plus invisible, je pense, pour des acteurs qui nous connaissent un peu moins, c'est celui de tisser des liens fertiles. C'est d'être un tiers de confiance territoriale, c'est de tisser des liens, c'est de favoriser des écosystèmes qui sont favorables au développement, au lancement et des innovations sociales et de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment un lien, un métier de lien, un métier informel qu'on est en train d'apprendre à formaliser, d'apprendre à rendre plus visible et plus lisible, notamment dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation de France qui s'appelle Territoire d'engagement et de coopération, où on apprend vraiment à assumer ce métier qui, pour le moment, on faisait plutôt de manière informelle. Et puis donc, du coup, tous
accompagnateurs. Aujourd'hui, en cumulé, c'est à peu près 120 salariés qui travaillent sur ces sujets-là depuis 28 antennes territoriales et avec 110 collectivités territoriales partenaires qui travaillent avec ces accompagnateurs au développement de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire un peu partout en France. Si ces 9 accompagnateurs se sont rassemblés, c'est pour pouvoir faire ensemble ce qu'ils ne faisaient pas seuls. Donc, premièrement, c'est défricher des filières audacieuses, donc aller travailler sur des thématiques qui aujourd'hui sont peu adressées. Et donc, c'est mutualiser de l'intelligence et du temps pour inventer et expérimenter aussi sur des nouveaux accompagnements à destination des entreprises sociales. Et le troisième métier, c'est celui de faire système. Donc collectivement, les membres du KIF ont vocation à faire système, c'est-à-dire soutenir aussi et partager leurs apprentissages à l'écosystème du soutien de l'intérêt général et des entreprises de l'ESS. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans ce métier de faire système, qu'on a décidé de lancer cette démarche traversée, puisque depuis à peu près un an, on entend des signaux, on entend des échos, on a lu, et vous les avez tous lus aussi, je pense, des études qui sont sorties, notamment par le mouvement associatif, par ESS France, sur la santé des entreprises de l'ESS aujourd'hui. On entend surtout des discours de dirigeants qui changent, qui ont un peu changé de couleur. Et on pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que, vous le savez aussi, le contexte se durcit. Et nous, on s'est dit au sein du KIF qu'on ne pouvait pas rester spectateur. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette démarche traversée sous l'impulsion de Ronald Pia, l'un des cofondateurs du KIF. Et donc, la première étape de cette démarche, c'est déjà de mieux comprendre et d'apprendre ce qui se passe aujourd'hui très concrètement dans les entreprises sociales, dans la tête des dirigeants, dans la tête des équipes. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on va vous restituer nos premiers enseignements de cette enquête. Loin de nous l'idée de nous dire qu'on a tout compris et qu'on va vous expliquer tout ce qui se passe. Mais par contre, on a très envie de vous partager nos premiers apprentissages, les premières questions qu'on se pose, parce qu'on se dit que ça permet de tous nous faire maturer sur ces sujets collectivement. Parce que la première étape, c'est évidemment de comprendre. La deuxième étape, c'est d'agir. On sait que aucun d'entre nous seul n'aura la solution pour essayer de traverser ensemble ce nouveau passage dans notre secteur et que du coup on a besoin d'espace pour se parler, d'espace pour partager, d'espace pour se redire qui fait quoi, comment est-ce que ça fait évoluer la posture de chacun pour être sûr qu'on peut chacun trouver notre juste place dans cet écosystème pour accompagner ces traversées. C'est vraiment l'ambition de ce webinaire ce matin, donc merci beaucoup d'être là. C'est pas du tout de vous faire une démonstration de ce que réalise le KIF, mais c'est plutôt de vous proposer une discussion en vérité avec des accompagnateurs, des dirigeants et d'autres parties prenantes. Donc n'hésitez pas, c'est une discussion à y participer, notamment dans le chat, et puis évidemment à nous faire signe après si vous avez envie de continuer à réfléchir à ces sujets avec nous et à y travailler. Euh, L'occasion aussi de remercier évidemment nos partenaires et plus particulièrement aujourd'hui la Fondation Entreprendre. La Fondation Entreprendre qui nous permet de travailler sur ces sujets, qui nous permet d'explorer et d'expérimenter différents sujets qui pour nous sont au cœur de l'évolution de l'écosystème. Aujourd'hui, ce qui va se passer ce matin, donc d'abord, on va vous restituer l'enquête que nous avons réalisée cet été. Ensuite, on va avoir la chance d'avoir le témoignage d'une dirigeante d'association pour nous donner son regard de terrain un temps de regard croisé entre financeurs, philanthropes et accompagnateurs sur ce que ce nouveau contexte fait bouger dans les postures et dans les métiers. Et puis, on pourra avoir un temps de présentation de ce qui, nous, on essaye de tenter, ce qu'on expérimente au sein du KIF aujourd'hui, en premières intentions et premiers petits pas. Et puis, un temps de questions-réponses à la fin. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On aura un temps d'échange. Pour la suite, du coup, je vais appeler Kit Rizeler, qui prête main forte au KIF depuis un an et qui a mené toute cette enquête pour le compte du collectif, et Pierrick, qui est directeur de l'adresse et cofondateur du KIF et coprésident du KIF. Pierrick, je suis désolée, je donne pas ton nom de famille, je le donne jamais parce que je sais pas le prononcer, mais n'hésite pas à le dire à ma place.
Ouais, il est tout simple. Mon nom de famille, c'est Ours-Regarail. Voilà, ça vient tout seul. Enchanté. Bonjour à tout le monde. Avec Kitri, effectivement, on va vous restituer cette enquête. Alors, la première question hein, qui se pose, c'est évidemment pourquoi on a réalisé cette enquête. Il nous semblait important et essentiel en tant qu'accompagnateur de savoir comment nos entreprises vont dans un contexte qui est très compliqué. Hein. Léna l'a dit tout à l'heure, mais c'est parti pour durer, hein. On n'est pas dans une crise qui va s'arrêter tout de suite. On voit qu'on a des questions sociales et environnementales qui sont plus du tout au cœur des préoccupations. Donc, c'est important pour nous d'interroger nos entreprises et savoir vraiment comment elles vont. Donc, on a pris le parti d'être plutôt sur du qualitatif, sur du verbatim, sur des émotions, sur des ressentis. On vient vraiment en complémentarité de ce qui existe déjà. Hein. Il y a eu déjà beaucoup d'enquêtes. Hein. Léna en a parlé, très chiffrées, très quantitatives. Nous, on est resté plutôt sur du verbatim. Ce qu'on va vous présenter, c'est plutôt un récit, en fait, un récit de la santé de nos entreprises. Alors, je laisse passer la main et la slide qui doit... Voilà, je laisse la main qui... Merci Pierrick. Peut-être un tout petit mot sur le contexte effectivement de cette enquête. Donc le KIF a envoyé cette enquête à l'ensemble des organisations qui ont été accompagnées par chacun des 9 membres du KIF. Donc tout statut, tous âges, tout programme. Et les organisations y ont répondu entre juin et septembre 2025. On a reçu 317 réponses de dirigeants et de dirigeantes qui ont pris le temps de nous partager la réalité de ce qu'il et elle traversent, avec tout son lot de défis et de difficultés. Et je voudrais commencer par m'adresser à ces dirigeants et ces dirigeantes qui se sont ouverts. On les remercie tout particulièrement aujourd'hui de nous avoir accordé leur confiance, encore une fois. Et en restituant les éléments saillants de cette consultation, on va tâcher d'être aussi fidèles que possible à la réalité qu'ils et elles nous ont dépeinte et avec leurs mots à eux. Donc, ces 317 témoignages qui ne peuvent pas être parfaitement représentatifs de la communauté entière du KIF, de plusieurs milliers d'organisations maintenant, constituent toutefois quand même un panel de témoignages très variés et très large des organisations de l'ESS de nos territoires. Et si on zoome un petit peu sur le profil des répondants, pour que vous puissiez un petit peu mettre en perspective ce que vous allez entendre par la suite, en termes de statut, on a une très grosse majorité d'assos, 60%, qui ont répondu. Puis on a les entreprises commerciales de l'ESS et agréments ESUS qui sont pas mal représentées, autour de 30%. Et beaucoup moins de coopératives, 4%, 3% de structures du handicap et de l'insertion, et le reste en antécréation. Donc ça vous donne un petit peu une idée. En termes de budget ou de chiffre d'affaires annuel, il est distribué relativement équitablement entre ces 4 tranches. Donc, on a une première partie qui est inférieure, avec un budget inférieur à 50 000 euros. Le reste entre 50 000 et 200 000 euros, entre 200 000 euros et 1 million d'euros. Et la dernière partie supérieure à 1 million d'euros. Donc, c'est assez distribué. Et enfin, en termes d'âge des structures qui ont répondu, 40% d'entre elles ont entre 1 et 5 ans, 30% entre 5 et 10 ans, et 27 ont plus de 10 ans. Et donc, c'est les structures les plus jeunes qui sont peut-être un peu moins représentées, puisque moins de 5% des structures ont moins d'un an. Donc, on a très peu de structures vraiment au stade de lancement. Et donc, pour rappel, toutes ces organisations, elles sont ancrées sur tous les territoires d'action des membres du KIF, donc issus de la diversité des territoires français. Un tout petit mot quand même pour voir l'encadré que vous voyez là. En parallèle et en complément de cette grande consultation, on a aussi voulu interroger ceux qui accompagnent et ceux qui ont accompagné ces organisations de l'ESS, comme on le disait tout à l'heure, parce que ce sont leurs oreilles de proximité, parce qu'ils les ont vus évoluer, parce qu'ils ont aussi leur point de vue et leur analyse de la situation. Ça nous semblait intéressant de mettre en regard le ressenti des entreprises sociales avec celui de celles et ceux qui les accompagnent. Donc, on a aussi consulté les 9 dirigeants des membres du KIF, ainsi que 43 salariés des membres du KIF qui sont chargés d'accompagnement, donc dont c'est le métier au quotidien et qui sont aux premières loges. En tout cas, pour cette première séquence du webinaire, c'est vraiment la parole des organisations de l'ESS qu'on va essayer de vous restituer. Et je te repasse la main, Pierrick, pour partager les constats forts. Ouais, il y a des grands constats hein, qui sont sans équivoque. Hein, vous les voyez, hein, 91% des entreprises qu'on a interrogées considèrent qu'elles ont été impactées négativement par la conjoncture. 70% d'entre elles qui voient l'avenir de manière incertaine. Il y a pas à tergiverser. Les répercussions sont claires et les répercussions elles sont aussi humaines puisque voilà, hausse des licenciements économiques, des décalages dans les pays. Donc on touche également les personnes. On a d'autres constats.
notamment financiers, enfin des répercussions qui sont fortes au niveau financier, hein. Vous les voyez, 69% des structures ont constaté des pertes de subventions, une rétractation des carnets de commandes, etc. Et puis surtout 27% qui ont dû suspendre des projets, hein. Je vous le rappelle, mais vous le savez, on est sur des structures à finalité sociale et environnementale, donc potentiellement c'est des actions de soutien aux personnes, à l'environnement qui sont impactées, qui sont arrêtées. Je vais juste vous citer une phrase qu'on a, un petit verbatim qu'on a eu dans cette enquête. On voit notre secteur s'effondrer autour de nous. On se demande si on sera les prochains et comment ça affectera les publics qu'on accompagne. Donc, je crois que ça illustre assez bien ce qu'on vient de dire et ces constats-là. Alors maintenant, on va vous restituer un petit peu ce que les entreprises nous ont confié. Il y a un premier, alors juste en préambule, on a fait des choix, hein, évidemment, dans ce qu'on vous restitue, dans les phrases. Parfois, on a choisi aussi des phrases chocs. Donc, c'est parfois, évidemment, à nuancer, mais on voulait aussi bah, vous donner un petit peu cette matière brute de cette enquête. Donc, le premier constat, il est assez fort. On a une forme d'usure, faire toujours plus avec moins. Je suis épuisée par le modèle associatif. Il y a une disproportion entre l'énergie engagée et la considération par l'environnement. C'est fatigant de vivre de charité quand on est d'intérêt général. On en a ras la casquette d'être résilient et courageux. Deuxième constat fort, la fameuse épée de Damoclès, hein, qui revient souvent, le compte à rebours, le jusqu'à quand ça va durer et ce sentiment d'urgence. Le temps pour faire évoluer notre organisation vers un modèle plus adapté risque de manquer. Je me sens sous pression et en partie impuissant, à la limite de l'abandon, une situation pesante. Nous continuons à nous engager pour les besoins sociaux et environnementaux, pour le moment au prix de nos santé physiques et mentales. Mais jusqu'à quand? Nous ne pourrons pas continuer à porter nos actions à bout de bras pendant plusieurs années. On a évidemment beaucoup de fatigue, du stress et une expression qu'on entend souvent, que vous entendez souvent dans vos structures, le fameux sous l'eau, jusqu'à quand ça va durer et voilà, comment je vais faire pour sortir un petit peu de cette situation. C'est compliqué moralement, il y a du stress, il y a beaucoup de charge mentale et de la frustration, celle de vouloir faire plus, mais de se heurter à des limites qu'on ne maîtrise pas. Je suis fatiguée de tout cet acharnement pour maintenir à flot nos actions pour les plus précaires. Il y a des difficultés à se projeter, on navigue à vue, on avance dans le brouillard. Je vais prendre un chiffre, hein, 30% des structures ont une trésorerie de moins de 2 mois, 28% de moins de 4 mois. Voilà, ça exprime aussi un petit peu ce sentiment de montagne russe. On a connu le Covid, les grèves, les manifs à proximité de notre resto, la guerre en Ukraine avec la hausse du prix des matières premières et de l'énergie. Quelle sera la prochaine crise? On a accepté l'instabilité comme une donnée qui fait partie intégrante de notre travail. Alors, on parle aussi de santé mentale, évidemment, de nos entrepreneurs et de nos entrepreneuses. Un chiffre qui est important, hein, 66% des directeurs et des directrices sont les seuls à assumer la charge de la levée de fonds pour leur structure. C'est lourd, très lourd, mais pas le droit de flancher. Je veux que ça marche. L'équipe salariée le vaut bien, le collectif et les personnes accompagnées aussi. Si je ne nous donne pas les moyens de le faire, si je ne garde pas la tête hors de l'eau, tout ce travail et tous ces engagements ne vaudront plus rien. Même si partout on se dit qu'on est un collectif, parfois je suis seule. C'est mon nom sur le courrier du tribunal de commerce. C'est moi que la préfecture appelle et que la banque interpelle à la veille des vacances d'hiver. Il y a aussi cette question qui revient souvent. Est-ce que ce qu'on fait est suffisant? Ces doutes, ils sont épuisants. Alors, la précarisation financière, hein, est largement évoquée. Et évidemment, il y a beaucoup de doutes, pardon, beaucoup d'inquiétudes pour la suite. Stressée, je regarde mon compte bancaire. J'ai arrêté de me payer le mois dernier pour continuer de payer les salaires de l'équipe et finir l'année à flot. On va pas se mentir, on se fait régulièrement peur, mais pour le moment, ça passe. Et dans le même temps, on garde le cap. On ne perd pas le nord, on résiste avec toujours cette utilité sociale et environnementale qui est chevillée au corps. Mais je crois que ça va. Ça va parce que je relativise, ça va parce que je suis utile, parce que nous sommes utiles.
Tellement convaincue de l'importance du projet que je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout de mes possibilités pour qu'il aboutisse. Alors on bombe le torse en fait, hein. On a des entreprises qui lâchent rien, qui savent pourquoi elles sont là et ô combien elles sont essentielles. Une énergie intacte portée par la mission, les avancées concrètes et la conviction que nous construisons une filière durable et locale qui a du sens. Je reste profondément motivée parce que j'aime sincèrement mon travail et le sens de ce que je fais. C'est une vocation plus qu'un simple métier. Joie à vivre ce beau projet qui arrive à exister par lui-même et qui, pour le coup, fait tellement sens dans l'époque que l'on vit. Et évidemment, on prend soin de son équipe, des autres et on fait face ensemble. Sans le collectif, je ne tiendrais probablement pas. Cette énergie d'équipe, c'est ce qui me permet de tenir debout. Prête à en découdre car solidement entourée. Mais c'est aussi un challenge de nourrir les équipes au quotidien avec cette énergie, alors que tout l'environnement qui les entoure va à l'encontre de ça et que l'inertie côté client est plus importante. Alors, on a entendu beaucoup de constats qui ne sont pas tous faciles à entendre. Je voulais terminer en attirant votre attention sur un point qui nous a interpellés. À la fin du questionnaire, on a posé une question ouverte aux dirigeants et aux dirigeantes. Et vous, comment ça va vraiment? Et on a constaté que 98% des répondants à l'enquête ont pris le temps de répondre à cette question et de s'étendre. Sans le moindre doute, on a entendu ce besoin de parler et d'être écouté. Donc voilà, en guise de conclusion un peu sur ces grands constats, ici un aperçu visuel des proportions dans lesquelles on a ressenti tous ces constats à la lecture des réponses. Donc des réalités difficiles et à la fois on a été très interpellé par l'ANIAC, les entreprises sociales à toute épreuve. Il y a de la colère, il y a des galères, mais il y a une impressionnante persévérance. Et c'est tout un grand paradoxe parce que oui, elles résistent, elles tiennent bon et en même temps, elles en ont ras la casquette d'être résilientes et courageuses, pour citer Prisca et qu'on va entendre juste après. Elles s'accrochent dur comme fer pour tenir bon. Et peut-être pour terminer, du coup, leurs enjeux, tels qu'on les comprend et qu'on les a analysés à la lecture de tout ça. Il y a vraiment la question de l'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe de la sidération à l'action? Il y a encore beaucoup de dirigeants qui sont encore en état de flou et de sidération. Comment est-ce qu'on pallie ce manque de financement qui devient une urgence pour beaucoup d'entre eux? C'est pas d'un psy dont j'ai besoin, c'est d'argent. Et en même temps, ce terrible paradoxe, encore une fois, de prendre soin des équipes dans un climat social et humain qui est souvent perturbé et qui est un équilibre très délicat. Donc, comment est-ce qu'on arrive à prévenir l'épuisement et veiller à la santé mentale des dirigeants comme des équipes? Donc ça, c'est vraiment l'urgence du moment pour beaucoup d'entre elles. Et en même temps, elles ont cette injonction à penser demain et à se projeter. Et pour ça, elles ont besoin de temps et d'ingénierie. D'abord pour repenser en profondeur leur modèle économique. Donc la promesse et le mythe de l'hybridation, ça ne tient plus. Comment est-ce qu'on va au-delà? Comment est-ce qu'on réinvente? Ensuite, pour penser leurs alliances stratégiques. Et enfin, pour renforcer leur gouvernance, qui sont vraiment clés dans ces étapes-là. Je te repasse la main, Pierrick. Évidemment, on voulait par cette enquête cerner aussi leurs attentes vis-à-vis de nous et comment on peut leur être utile. Alors il y a plusieurs, enfin un premier mot qui revient souvent, c'est parler, échanger, rompre l'isolement, ne pas se retrouver seul. Ça a été souvent mis en avant. Un deuxième point aussi, c'est ne pas se cacher aussi, parler de ses difficultés. Hein, c'est ce qu'on fait en ce moment et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, on est quand même dans une crise forte, profonde, qui va durer, donc c'est important de le savoir et de faire front ensemble. Et puis, point important, évidemment pour nous, toujours être accompagné. On a besoin évidemment de soutien, les entreprises ont besoin de soutien, mais certainement un petit peu différemment que ce qu'on faisait à l'heure actuelle. Donc c'est un besoin, je vais passer à la slide suivante, un besoin qu'elles ont réaffirmé et précisé. J'ai parlé d'un accompagnement qui soit un petit peu différent, plus de sur-mesure, plus individuel, plus de partage entre pairs, cette volonté hein, évoquée de rompre l'isolement et d'échanger. Et aussi un soutien permanent, hein. Je vais prendre une phrase qui a été restituée dans l'enquête, savoir qu'en cas de coup dur, quelqu'un sera là. Voilà, voilà, avoir un petit peu toujours une personne socle et soutien qui va être un petit peu leur compagnon de ces temps difficiles et incertains.
Donc voilà les points importants de cette étude. J'espère que notre restitution a été claire. Vous pouvez évidemment la retrouver sur notre site, hein, sur le site du KIF. Elle est en synthèse et je crois dans son intégralité. Et voilà, nous vous remercions évidemment pour votre attention et votre écoute. Et je laisse la main à la personne suivante. Merci beaucoup, Pierrick et Josepha. Euh, Ça se passe de commentaires, en tout cas pour ma part. N'hésitez pas vraiment à réagir dans le chat. Et du coup, on va passer tout de suite la parole à Priska. Donc, Priska, tu es dirigeante de La Cloche, une association fondée il y a plus de 10 ans pour créer et favoriser le lien social entre voisins avec et sans domicile. J'adore cette manière de formuler votre mission, c'est superbe. Priska, on t'a demandé de témoigner, merci beaucoup, parce que tu es une super dirigeante. Vraiment, on le pense, parce que je crois que La Cloche a traversé une année délicate l'année dernière, que vous avez pris des décisions difficiles et que l'équipe a su manœuvrer dans l'incertitude. Mais également parce que tu as lancé un appel sur les réseaux sociaux en fin d'année dernière qui, moi, m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça fait beaucoup de bien à pas mal de gens en disant que justement, tu en avais ras la casquette d'être courageuse. Et donc, on a pris cet appel comme un cri du cœur. Donc, Priska, merci d'être là. D'abord, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, tu réagis face à ce contexte? Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Oui, bonjour à toutes et tous et merci Léna. Lourde tâche de rebondir après cette présentation qui effectivement est ce que tu disais, c'est sans commentaire et pourtant on aurait des milliers à faire de commentaires. En fait, en préparant le webinaire, ce que je me disais, c'est que j'ai le sentiment, moi, ces derniers mois, ils ont mis en lumière quelque chose enfin, des choses qu'on avait normalisées et qu'on conscientisait plus. Ça a mis en lumière évidemment le fait qu'on soit tous et toutes à bout de souffle, mais surtout qu'on travaille depuis toujours avec de l'incertitude, de l'invisibilité, de l'instabilité, et qu'on avait, on partait du principe maintenant que c'était comme ça et que c'était voilà que c'était les fondamentaux de notre secteur et qu'on questionne plus. Et c'est ça moi que je trouve assez fou là, avec tout le mouvement qui est en train de se monter depuis quelques mois, c'est de se dire on reconscientise ça déjà et on le remet en question. On a parlé de la résilience et là, il y a eu la tribune qui est sortie effectivement sur voilà, se dire que la résilience, pendant longtemps, ça a été presque, enfin, au-delà d'être une injonction à être résilient, c'était plutôt même un critère pour des financeurs de nous dire en fait, vous êtes résilient, c'est super, du coup, on fait confiance, on va remettre des financements, etc. Alors que la résilience, enfin, j'aime bien le rappeler en ce moment parce que je trouve que c'est quand même assez fou de se dire la résilience, c'est une réaction du corps suite à un traumatisme. C'est quand même d'une violence inouïe et on s'est habitué à être résilient, on s'est habitué à demander aux organisations d'être résilientes, mais dans les organisations, ce sont des humains quoi, à qui on demande d'être résilients en permanence et c'est quand même d'une violence qui est assez folle. Et moi, je trouve que ça fait du bien de le reconscientiser là et de se dire en fait, c'est pas normal. On a appris à faire avec, mais c'est pas normal quoi. Et là, tous les verbatims m'animaient beaucoup. Là, pendant qu'on le représentait, je me disais, mais c'est fou, en fait. Il y a une phrase qui me parlait beaucoup, c'était de se dire, on a appris donc à naviguer à vue, ça fait partie de notre façon de travailler, ce qui est quand même dingo. Enfin, quand on y repense, c'est quand même dingo de se dire, on navigue à vue en permanence. Et encore, quand on est heureux, on se dit, bah, c'est bon, on a un peu de trésor pour les 3 prochains mois, on sait à peu près où on va, et on s'en réjouit, quoi. Enfin, c'est quand même fou. Il y a assez peu de structures qui s'en réjouiraient ou qui composeraient avec ça, et nous, on a appris à faire avec ça, et je trouve ça assez fou. Et ce qu'on a aussi, c'est peut-être ressorti un petit peu moins là dans l'étude, mais je trouve que ce qu'on reconscientise là et qui est pas normal à mon sens, c'est la course à l'innovation en permanence, de se dire en fait, nous on a 11 ans et on l'a vu, le moment où on n'était plus les derniers à être les plus innovants, on n'était plus, voilà, on va pas non plus réinventer la roue, et du coup, bah voilà, il y a des financements qui sont plus pour nous parce qu'on n'est plus innovant. Alors même que le sujet qu'on traite, c'est-à-dire l'exclusion sociale des personnes sans domicile, n'est pas innovant. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui gagne du terrain, c'est un sujet qui s'aggrave, mais qui sera pas innovant, quoi. Enfin, je veux dire, on nous pousse toujours à voilà, aller chercher l'innovation. Donc voilà, ce constat-là, moi, il me permet de recautionner ça en tant que dirigeante associative, mais aussi en tant que personne qui travaille dans le secteur associatif depuis 12 ans, depuis le début de ma carrière, en fait, et de me dire, en fait, j'ai appris à composer avec ça, alors que c'est quand même assez fou, et que quand j'en parle avec des personnes de mon entourage qui ne travaillent pas dans ce secteur-là, je me rends compte que ce qu'on vit, c'est quand même assez fou, à nouveau, et que pour ce qu'on fait Enfin, ce qu'on fait, il faudrait 3 personnes de plus dans les structures, les entreprises classiques pour faire ce qu'on fait, quoi. Donc déjà, voilà, ce constat-là, moi, il m'interpelle beaucoup. Ce que je constate aussi,
Et c'est à la fois, je trouve, une bonne nouvelle. Et enfin, il y a des angles morts là-dedans, mais c'est effectivement, je trouve qu'on s'est beaucoup organisé ces derniers mois pour se dire, en fait, ça ne tient plus. C'est aussi l'appel du mouvement associatif en octobre avec voilà, ce hashtag ça ne tient plus. Et il y a eu un vrai écho auprès des associations et des entreprises de l'ESS. Et il y a eu un vrai relais aussi. Et je pense que c'est ce qui a permis aux financeurs de prendre conscience qu'il y avait un vrai sujet et que là, il se passait quelque chose d'inouï et d'assez inédit. Donc, c'était, je pense, un déclic. Et je pense que ça fera date aussi dans ce qu'on est en train de vivre. Mais moi, ce que j'ai un peu déploré là, c'est que alors même que tout le tissu associatif, il régit notre société, qu'il est garant de la cohésion sociale, du vivre ensemble, et qu'on on sait à quel point les assos font un travail incroyable justement dans ce vivre ensemble, bah, en fait, ce relais-là, cet appel-là, il a été peu relayé justement par le grand public, alors qu'on connaît tous... on est tous en lien avec des assos, quoi. Je veux dire, on a le club de foot de sa cousine, le club de musique de la grand-mère. Enfin voilà, moi ça m'a interpellé le fait qu'il n'y ait pas une mobilisation plus forte du grand public. Et c'est un peu ça, moi, que je suis en train de, enfin, ce sur quoi je réfléchis et ce qui On a été coupé. C'était ma question. Merci de me répondre. Je ne savais pas si j'étais la seule où ça avait coupé ou si c'était... très bien. Et bien du coup, on va attendre que Priska Elle est se reconnecte. revenue. je suis, Ah, ouais, super. je suis là. Je sais pas si vous m'entendez. Si c'est bon. Ça y est, c'est reparti. Ok, super. Pardon, je me suis dit que j'avais peut-être fait une fausse manip, mais non, mais voilà, ce que je me disais, c'est que on a fait, enfin, l'étape du constat, elle est faite, on l'a passée, et maintenant la question, c'est plutôt comment on s'organise, parce que Pierrick, tu le disais en introduction, à la fois tu disais il n'y a pas à tergiverser, et en même temps c'est une crise, ça va durer, ça s'installe, et en fait une crise par définition, elle s'arrête toujours, donc même si là on est un peu en état de sidération, en état de les bras nous en tombent, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, je pense qu'il faut vraiment que on passe la seconde dans l'organisation et dans qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce qu'on met comme petite brique pour être prêt au moment où la crise, un jour, elle va se terminer, quoi. Euh, donc voilà un peu le constat que je fais qui part un peu dans tous les sens, mais parce que c'est un peu aussi la conclusion de cette synthèse, quoi, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Enfin, il y a des sentiments de tous les côtés et c'est bien normal, quoi. Oui, oui, complètement. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a besoin d'assumer que ça part dans tous les sens aussi et qu'on n'est pas d'un point A à un point B. Enfin, si le problème était clair, Mm, peut-être que ce serait plus facile aussi d'y apporter des solutions. En tout cas, j'aime bien ce que tu dis sur ça ne tient plus et sur le fait qu'on a besoin aussi de la société civile pour nous aider à apporter ces messages. On se disait avec des amis l'autre jour que quand on voyait les tracteurs qui bloquaient les routes, que ce serait super si toutes les associations avaient des tracteurs aussi pour bloquer les routes, mm, mm. que peut-être on se ferait un peu plus entendre. Du coup, vous à la cloche, comment ça va? Comment ça s'est passé l'année dernière et comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Bah, on se disait là en début d'année qu'on allait un peu mieux. Et dans le un peu mieux, il y a le un peu et il y a le mieux qui n'est pas un on va bien, mais qui est un peu mieux et on prend. Et vraiment, on est content de commencer l'année 2026 comme ça en se le disant et on essaye de se le rappeler dès qu'on peut. Parce que c'est important de se le rappeler et de se redonner voilà, de force. Mais oui, effectivement, on est sorti de 2 années très compliquées à la cloche et euh, voilà, on a rencontré une crise financière fin 2023, début 2024, dont on est sorti l'été 2025. Donc forcément, ça secoue fort, surtout quand les crises sont pas complètement anticipées et que ça tombe un peu comme ça du jour au lendemain. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et effectivement, ça a secoué dur. Ça a complètement ébranlé la structure. Et c'est vrai que bah, on en est sorti et on continue de se dire qu'on est en sortie de crise. Donc j'ai une image que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on a gravi des énormes montagnes des grandes, grandes, grandes montagnes et qu'on n'avait pas forcément tout le matos de randonnée pour le faire, mais qu'on a réussi. Et qu'aujourd'hui, on est un peu en train de profiter de la vue, on est un peu sur un petit sommet, on se dit c'est joli, c'est waouh, et on fait un peu l'état des lieux des courbatures, mais qu'on ne sait pas encore si on va rester au sommet, et c'est sympa, si on va redescendre et ça fait mal aux genoux, ou si on continue de monter et là on est reparti quoi. Et donc on est à peu près là. Enfin moi j'ai l'impression que c'est là où on se situe aujourd'hui. On sait qu'on va mieux, mais qu'on n'est complètement pas sorti des problèmes, mais comme toutes les associations aujourd'hui. Hein. On va mieux aussi parce qu'on a dû prendre des décisions difficiles et courageuses, et c'est pour ça que je disais qu'on avait à la casquette. C'est qu'à aucun moment ça a été de la chance, si ce n'est qu'on a de la chance d'avoir les équipes qu'on a, parce qu'on a des équipes incroyables, bénévoles et salariés. On a la chance d'avoir des partenaires qui
partenaire financier qui, au-delà de l'enjeu financier, évidemment, partage le projet de société qu'on porte et c'est pour nous hyper important. Donc oui, on a de la chance pour à bien les égards, mais on a réussi aussi parce qu'on a pris des décisions lourdes de sens, hyper impactantes, hyper dures à prendre. Enfin voilà, je pense que on se serait bien passé de la moitié des décisions qu'on a prises, mais qu'on les a prises. Et effectivement, l'idée, c'est de ne pas avoir à reprendre ce genre de décision tous les ans, quoi. Donc, on va un peu mieux, mais on sait ce qui nous attend à titre, enfin, en tant que nous, la cloche, mais on sait ce qui nous attend collectivement au niveau du secteur. Et là, ce qu'on se disait en début d'année, c'est on sait qu'on va rentrer dans une nouvelle tempête, qui n'est pas la nôtre, hein, qui est celle de tout le secteur. Essayons de construire la maison la plus solide possible pour justement tenir dans la tempête, quoi. Donc, on en est là à peu près aujourd'hui. Waouh, ok. On construit des maisons très solides. Oui. Et toi, Prisca, comment tu vas vraiment? Bah, c'est une bonne question, Léna. Et je pense que j'aurais peut-être pas répondu. Enfin, ça va. J'aurais peut-être pas répondu la même chose en début d'année. On a eu un début d'année où moi j'ai trouvé hyper difficile. Je pense que c'était pas mal le contre-coup aussi, hein, des années qu'on a vécues, des décisions qu'on a prises. Et je pense que, enfin, quand on a la tête dans le guidon, on conscientise pas trop ça. Et heureusement d'ailleurs, on fonce et on y va. Et il y a toujours un peu le contre-coup de se dire ah waouh, en fait, ce qu'on a vécu c'était dur. Donc début d'année difficile pour tout le monde en plus dans l'équipe. J'ai trouvé que voilà, c'était un peu difficile de remettre une pièce dans la machine parce qu'on se dit ok, on a bien fini 2025, mais là on repart au combat quand même, hein, et on repart dans l'arène, quoi. C'est quand même là aussi c'est assez fou. Donc ça va, et ça va aussi parce que bah, je le disais, et puis c'était un peu ce qui ressortait aussi des verbatims, mais je sais qu'on a de la chance à la cloche parce que donc on a une équipe qui a une créativité, une énergie de dingue, et pour autant je mets ici un point de vigilance que de se dire c'est pas non plus normal que de enfin, partir du principe que on peut tout donner parce qu'on a une équipe qui tient. C'est aussi voilà, enfin faut aussi pouvoir se préserver et avoir des moments de respiration et de souffle. Nous à la cloche on a la chance d'être en codirection. Et clairement, je pense que je n'aurais pas tenu longtemps dans ce rôle si j'avais pas eu cette codirection qui, bah, en fait, qui prend le relais aussi, hein, quand il y a des coups de mou. On était 8, on est passé à 4. Ça, c'est le résultat concret des décisions qu'on a dû prendre l'année dernière qui étaient très difficiles. Donc, on est 4 à porter tout ça. C'est-à-dire que quand il y en a un ou une qui a un petit coup de faiblesse ou qui a des petites courbatures, là aussi, il y a les autres qui tiennent, quoi. Et ça fait du bien. Et on a aussi la chance d'avoir une gouvernance qui est impliquée, d'avoir une présidente qui est très soutenante. Et je trouve que dans ces moments-là, ça fait du bien. Évidemment, ça fait du bien de se rappeler ce pourquoi on fait ça. Ça fait du bien de se rappeler l'utilité du projet social, de retourner dans les activités, d'être sur le terrain. Ça remet évidemment de l'énergie. Mais oui, c'est dur. Enfin, voilà, comment on va, bah, en fait, on s'accroche, quoi. Je pense qu'on partage ce truc, on s'accroche. Il y a des moments où on n'a plus envie de s'accrocher, il y a des moments où on se dit non mais ras la casquette. Et c'est pour ça que je l'ai mis ras la casquette. Et encore, je l'ai mis ras la casquette parce que c'était LinkedIn, mais, mais dans d'autres termes, je l'aurais dit encore peut-être plus, enfin, autrement. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile. Et je pense qu'il y avait un verbatim qui disait il faut bien s'entourer, il faut, enfin voilà, faire un peu l'état des lieux des forces vives aussi, de se dire c'est quoi nos remparts, c'est quoi nos angles morts aussi, parce que à force de se dire on tient, on tient, on tient, c'est pas forcément la bonne astuce, quoi. C'est un marathon, ce qu'on est en train de vivre, et c'est pas une course de fond. On m'a dit ça il y a quelques mois, on m'a dit tu cours un marathon avec l'énergie d'une sprinteuse, et je me suis dit ok, peut-être il faut aussi se reposer et en tout cas se préserver et mettre son petit masque en premier lieu, quoi. Donc ça va, et ça fait du bien aussi, alors bizarrement, parce que le constat est quand même assez déprimant, mais ça fait du bien de se dire que c'est adressé, on est ensemble, on a des espaces où on en parle avec d'autres dirigeants et dirigeantes associatifs, et mine de rien, bah, ça fait du bien. Donc merci d'organiser ça. Merci beaucoup, Prisca. Merci vraiment de ce témoignage très, très émouvant. Je pense que je suis pas la seule. Je pense que si on était en vrai, il y aurait plein d'applaudissements. Donc vraiment, merci de ce témoignage. Merci de ta transparence. Merci de ton authenticité. Enfin, je pense qu'on a vraiment besoin aussi en ce moment de se parler vrai, de te dire vraiment ce qu'on ressent, comment on va, pour mieux construire des réponses collectives que tu appelais de tes voeux. Je pense aussi que c'est ensemble en fait qu'on va réussir à traverser de l'autre côté. On ne sait pas encore ce qu'il y a de l'autre côté, mais en tout cas, on Mm, sait mm, qu'on est en mm. train de traverser et que clairement, c'est collectivement qu'on va y arriver. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Prisca, de ce Merci témoignage. beaucoup. Merci. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à d'autres parties prenantes de l'écosystème, plutôt de l'écosystème de soutien des entreprises sociales, avec Josepha Porret, qui est directrice de Ronalpia et cofondatrice et coprésidente du KIF, je vais y arriver. Laurent Duclos, qui est directeur de l'offre chez France Active, et Marion Benamo, qui est directrice, je crois, du laboratoire Inventer Demain à la Fondation de France. Si
Super. Marion vient d'arriver et Laurent vient d'arriver aussi. Génial. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez activer vos caméras pour qu'on vous voit. Super. Il y a Laurent qui va nous rejoindre. Merci beaucoup d'être là tous les trois. Du coup, question pas facile dans un timing pas évident. Mais vous, c'est quoi votre réaction au contexte avec tout ce qu'on vient d'entendre et puis évidemment tout ce que vous voyez depuis plusieurs mois sur le terrain? Et Josépha, je te laisse commencer si tu veux bien. Super Laurent, bienvenue. Merci. Super. Eh ben, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien et je tiens sincèrement à remercier Priska, c'était très chouette de t'entendre en vérité. Regard forcément qui partagé, ayant participé aussi à cette consultation avec le KIF, peut-être partager ce qui me marque aujourd'hui plus particulièrement. Priska le disait aussi, c'est un contexte qui évolue vite. En tout cas, moi, cette sensation que j'ai aujourd'hui et qui est loin d'être figée. Et si je dois faire le parallèle avec peut-être d'autres crises qui ont marqué le secteur associatif dernièrement, notamment la crise Covid, cette crise, elle avait révélé une forme d'élan de solidarité globale que là, je peine plus de mal, on va dire, à identifier ce mouvement de soutien au secteur et qui voilà, ce mouvement, cette situation qui est loin d'être figée, elle nous demande à toutes et tous, et on le voit notamment les entrepreneurs qu'on peut accompagner, une forme d'agilité permanente parce qu'il y a un sincère manque de perspective. Je ressens aujourd'hui qu'on n'est pas dans un choc. On devrait, on va dire, éponger les éclaboussures. On est dans une forme de transformation plus profonde, je trouve, qui nous engage à faire des pas de côté. On ne sait pas encore très bien lesquels faire et je pense que c'est cette instabilité-là qui nous met en difficulté. Et en même temps, et je tiens à souligner une forme d'ambivalence de ce contexte avec lequel il faut jongler. Prisca le disait, et l'étude le révèle aussi, aujourd'hui un témoignage croissant de la société civile qui partage son inquiétude. En parallèle, les difficultés que rencontrent les structures de l'ESS qui sont inquiétantes. Et en même temps, on constate, nous, sur le terrain, une envie d'agir qui reste présente. On lance tous les ans un appel à projet pour accompagner les structures en phase de création pour l'incubateur. Et on a reçu autant de candidatures en fait que les années précédentes. Donc c'est preuve que la société civile, elle continue de s'engager et de voir l'ESS comme une opportunité de le faire. Donc voilà, c'est plutôt un regard à la fois inquiet d'une situation qui est on voit pas trop la fin et en même temps une ambivalence parce qu'on sent que l'envie d'engagement elle est encore présente sur le terrain. Merci beaucoup Josépha. Marion, vous, du côté de la Fondation de France, qu'est-ce que tu vois? Alors d'abord, moi je vois des difficultés qui sont financières, qui sont très documentées à des niveaux individuels et à des niveaux plus systémiques par l'ensemble des études qui ont pu être présentées ces dernières années. Je vois que la crise, la baisse, la transformation des financements publics a aussi un impact sur les financements privés et que les associations sont de plus en plus en concurrence sur les financements que l'argent privé au service de l'intérêt général peut attribuer, en même temps que les dons ne s'accroissent pas. Hein. Je vous renvoie aux enquêtes qui ont documenté ça, comme le panorama des générosités de France Générosité. Je constate aussi qu'au-delà de la crise et des difficultés financières, il y a un contexte beaucoup plus large et beaucoup plus profond qui est celui de la fragilisation de l'activité associative, avec une remise en cause des libertés associatives. Et que les associations aujourd'hui ne sont pas interrogées uniquement sur leur financement, sur leur modèle économique, socio-économique, mais qu'elles se posent des questions aussi sur leur capacité à mener sereinement leurs actions. Elles font face aujourd'hui à des complexités administratives de plus en plus importantes et flagrantes, à des remises en question de leur activité, à des discours de stigmatisation et à la remise en question de la légitimité de certaines causes. Je ne vais pas vous entrer dans les détails, mais vous imaginez bien de ce dont je veux parler ici. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais réagir à ce que vient de dire Josépha
Zépha, tu nous expliquais pendant la crise du Covid, toute la société s'est mobilisée. Et tu as dit aujourd'hui, on a l'impression de voir que le mouvement de soutien à notre secteur n'est pas visible. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui besoin de prendre conscience que la problématique, elle ne concerne pas un secteur et qu'il faut qu'on fasse attention là aussi à notre vocabulaire, mais que cette problématique, elle concerne toute la société. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui notre secteur, bah, c'est toute cette France qui s'engage, c'est toute cette France qui se mobilise au service des autres pour faire vivre la solidarité, pour faire vivre la fraternité. Merci beaucoup, Marion. C'est bien de le rappeler aussi, c'est vrai. On est dans un écosystème bien plus large que ce qu'on ne croit. Laurent, du côté de France Active, du coup, un regard, si j'ose dire, de banquier, pas que. Oh, non, pas que. Je suis. Euh, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le secteur de l'économie sociale et les associations là sont sérieusement bousculés. Moi, j'ai un regard qui est bousculé parce qu'il y a la crise des finances publiques et les enjeux d'engagement, enfin ce qui ont été évoqués. Mais je ne crois pas qu'il va y avoir que la question c'est de courber le dos puis d'attendre que ça passe en se disant il y a un moment où on va en sortir. Individuellement, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte global, enfin quand on sort juste de notre lecture d'association qui est bonne, hein, mais quand on regarde la globalité, où ben ouais, on est bousculé. Quelqu'un faisait référence aux multiples crises qui s'enchaînaient, qui nous dépassent largement. Et c'est dans l'état où on est. C'est dans le monde dans lequel on est. Et avec des choses auxquelles il y a même des éléments sur la demande sociale qui bougent, sur la demande, sur la façon de répondre à la demande sociale. Je prends juste un exemple sur le bien vieillir, là, sur lequel je travaille assez. Euh, Aujourd'hui, le fait de demander de la domiciliation, de vieillir à domicile ou de vieillir comme à domicile, bouscule l'ensemble du secteur associatif, du secteur qui est organisé et des politiques d'ailleurs qui sont mises en place autour de ça et de comment on construit euh, et le fait, la montée gigantesque des plateformes, mais du Boncoin et de Vinted bouscule complètement l'ensemble du secteur associatif sur le tri, la récup, le rebond, etc. Parce qu'aujourd'hui, tous collectivement, on vend d'abord ce qui a de la valeur. Et quand je dis tous collectivement, c'est y compris nous. Et que la question du don, elle est posée. Ce que je veux dire, c'est que il y a, je me demande en fait, je m'interroge, c'est un questionnement, si en fait le fait que la crise de la finance publique qui vient de bousculer le secteur associatif, en fait, nous précipite pas dans cette crise-là globale ou dans cette évolution globale, dans cette transformation globale. Non pas qu'on était protégé, hein, ne nous racontons pas d'histoire, mais je me demande s'il n'y a pas un truc où en fait on se retrouve dans un bain sur lequel on n'était pas forcément complètement. Mm. Ça génère, ça génère tout ce que on vient de dire et on vient d'échanger. Mais du coup, forcément, enfin, je crois pas qu'il faut être. Moi, mon regard, et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de porter, c'est que il suffit pas de courber le dos puis d'attendre que ça passe. C'est pas la crise du Covid. Le Covid, on avait tous l'idée que ça allait finir. Alors au début, on nous a dit 15 jours, ça a duré 2 ans, ok, mais malgré tout, il y avait un moment où on allait en sortir, et puis il y avait une petite croyance que ça allait être mieux. Ce qui est loin d'avoir été le cas, c'est-à-dire que c'était plus destructeur que ça ne l'a que réparateur. Quelque part sur la façon de prendre la société derrière, et dans la société sort de cet épisode-là. Donc il ne s'agit pas d'attendre que ça, enfin de courber le dos, d'attendre, excusez-moi, mais de courber le dos en se disant tenons bon, ça va passer. Mais il y a quelque chose sans doute de transformation à prendre en charge. Et je n'ai pas de solution, hein, je n'ai pas de, c'est pas une injonction, c'est juste un essai de constat par rapport à la situation.
On est bien d'accord. Enfin, je pense que vraiment c'est un changement de paradigme Hum, qui a déjà commencé. Enfin, on est en plein dedans. Je suis même pas sûre qu'on soit au début hum. ni à la fin de cette mutation. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour vos métiers de philanthrope, de financeur, d'accompagnateur, ce changement de paradigme? C'est quoi les questions que vous vous posez sans forcément avoir de réponse ou si vous avez des débuts de réponse? Mais Marion, en tout cas, j'ai très envie d'entendre ce que ça fait bouger à la Fondation de France, évidemment. Bah, je vais d'abord dire ce que ça fait bouger très concrètement. Entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025, on a reçu 2 fois et demi plus de sollicitations de demandes en 30. Alors les chiffres montrent là, il semblerait que ça n'augmente plus, mais on a atteint un seuil où pour nous, il commence à y avoir des difficultés à répondre. Et pour moi, c'est un regret, une tristesse quotidienne. Pendant des années, j'ai animé un programme qui s'appelait Inventer demain, acteur clé de changement, où on a travaillé et où on a développé différentes façons de travailler entre les fondations et les associations basées sur la qualité de la relation, sur l'ouverture, sur la confiance. Et ben aujourd'hui, ces mots-là, j'ai du mal parfois à les assumer quand je suis obligée de dire à des associations qui me contactent pour pouvoir échanger que malheureusement, compte tenu de la masse de sollicitations, bah, je ne peux pas leur répondre. Et je sais qu'il y en a ici parmi les participants et participantes à ce webinaire. Mais donc, c'est un vrai crève-cœur de ne pas pouvoir maintenir cette ouverture et cette qualité de la relation et de devoir renvoyer vers un formulaire ou au calendrier. Donc déjà ça, dans notre activité, ça pose des questions. Alors ça pose aussi des questions à toutes les étapes de nos activités à partir du moment où on discute avec une association. Quand on instruit une demande de financement, classiquement, on regardait la situation financière. Regarder la situation financière aujourd'hui, c'est pour se dire quoi? C'est pour se dire est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Mais en tout cas, il faut qu'on puisse assumer qu'on va voir des comptes d'associations qui sont fragilisés, qu'il va falloir pouvoir se le dire, en parler et travailler ensemble à la façon dont on peut accompagner. Et puis, je dirais que ça change plus largement dans notre posture. C'est que les fondations, pendant longtemps, se sont données pour mission, dans leur complémentarité au pouvoir public, dans le soutien à l'intérêt général, de soutenir l'innovation, de soutenir l'expérimentation. Depuis quelques années, on a bien conscience que ça ne suffit pas, qu'on a besoin d'accompagner aussi les associations dans leur fonctionnement, dans leurs équilibres plus quotidiens. Euh, on arrive à une phase, depuis maintenant quelques mois, où il y a une prise de conscience dans le secteur des fondations d'une intervention à un niveau encore plus nécessaire, à un niveau encore plus systémique, qui est un devoir de solidarité envers le monde associatif. Pendant longtemps, il y a eu les associations d'un côté, les fondations de l'autre. Et on doit pouvoir reconnaître que si on se place d'un point de vue purement fonctionnel, mécanique, sans les associations, les fondations n'existent pas et ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, la prise de conscience, elle doit être un cran au-dessus, elle doit être plus politique, alors que on a souvent choisi de travailler sur des causes, auprès de projets, auprès de porteurs de projets, sur des champs d'intervention spécifiques. Ça ne suffit plus. Pour que tous ces porteurs de projets, pour que tous ceux qui sont mobilisés sur le terrain puissent agir, il faut qu'il y ait un système qui soit favorable, un écosystème qui soit favorable à cette action, que l'état général du secteur associatif doit être aussi une préoccupation des fondations et que l'espace dans lequel ce secteur peut s'exprimer, peut exister, peut expérimenter, doit être de qualité pour l'ensemble de l'intérêt général. Donc aujourd'hui, ça se traduit par différentes actions qui sont mises en place, mais ça se traduit, je crois, aussi d'une prise de conscience euh, d'un travail plus collectif entre fondations, qui soit un gage d'action plus coordonné et plus pertinente euh, entre fondations et avec les associations au service de l'intérêt général. Merci beaucoup, Marion. Je pense que Josépha, ça doit faire écho sur cette question d'écosystème favorable. Carrément.
À plusieurs niveaux, enfin même pour rebondir sur ce que disait Marion juste avant, nous on nous pose la question aussi de est-ce qu'on doit privilégier la consolidation des structures existantes dans les accompagnements qu'on peut mettre en œuvre ou toujours continuer de favoriser un terrain fertile à la création de nouvelles organisations. Aujourd'hui, c'est pas notre conviction et on a cette envie de pouvoir agir sur les deux champs parce qu'on est convaincu aussi que on a besoin de nouvelles énergies, regard aussi sur les fragilités, mais c'est des questions même d'organisation de nos activités, on va dire, pour nous. Est-ce qu'on décide de mettre l'énergie, les moyens et d'embarquer à nos côtés? Ça vient nous questionner aussi sur nos critères de sélection, enfin, les critères qui étaient souhaitables il y a 10 ans sur l'ambition de développement, la volonté d'avoir un modèle économique hybride, des secteurs ou des types de réponses qu'on avait vu fonctionner. Voilà, ça vient revoir toute cette chaîne de validation et d'intégration, on va dire, dans nos accompagnements. Ça nous questionne aussi sur nous, notre manière de porter ces dispositifs. Il y a quelques années, on avait développé un programme d'accompagnement au changement d'échelle. On pense que c'est important que les structures associatives elles puissent se développer, mais aujourd'hui, on se dit vraiment à quel prix on continue d'accompagner ces organisations à changer d'échelle, on va dire VS, un accompagnement à la robustesse des organisations et en même temps on voit que c'est pas le cas. Marion, tu partages tous les questionnements que se pose la Fondation de France et je pense que c'est précieux de les avoir aujourd'hui. On voit que c'est pas pareil encore partout et que nous, il y a des organisations qui nous poussent à continuer à accompagner le changement d'échec de ces structures et d'en faire presque une forme de promotion. Et voilà, je suis pas sûre aujourd'hui, enfin, c'est des doutes hein, que je partage, je suis pas sûre d'être alignée en fait avec ça et de vouloir porter ce message-là à l'échec de notre communauté, de notre écosystème. Et puis, on parlait, tu l'introduisais, Laurent, aussi, sur nous, nos manières d'accompagner la viabilité des modèles économiques. On pense qu'aujourd'hui, on touche un peu au bout. Ça faisait partie des questions qui avaient été soulevées sur l'hybridité des modèles. En tout cas, aujourd'hui, on se dit que c'est pas la solution à tout. Il y a certains modèles pour lesquels ça peut être cohérent, d'autres filières, secteurs d'activité où il faut réinventer ces modèles-là mais on pense qu'on ne pourra pas y arriver tout seul à les réinventer et qu'on se pose la question de quelles compétences qui mettre autour de la table pour réinventer ces fameux modèles économiques et que nous, on puisse être en capacité de les accompagner. Et puis, je vous partage un dernier questionnement qu'on a aussi. Hein, on voit bien la consultation l'a évoqué, les difficultés que rencontrent les membres de notre communauté accompagner ces fluctuations, ces changements, prévenir les risques. Et en même temps, on n'a pas envie d'en faire un nouveau récit parce qu'on a envie que l'innovation sociale, que l'entrepreneuriat social, que l'ESS reste attractif en soi. Donc, partager les difficultés, les enjeux, les défis auxquels ils font face, tout en restant optimiste localement, en se disant que c'est des organisations à soutenir, à renforcer. Enfin voilà, nous, on a cette question de récit autour de la situation qui est pas non plus évidente par rapport à un de nos métiers que tu soulevais, Léna, tout à l'heure. Quand on est VRP de cette forme d'entreprendre, on a envie de l'apporter sincèrement et d'être en même temps transparent sur les enjeux que rencontrent les organisations. Et voilà, ce récit, il n'est pas évident à trouver pour nous et je pense que on aimerait qu'il soit co-construit et collectif et qu'on puisse plus davantage le partager. Bon, c'est pour donner un florilège de questions, mais on en a plein d'autres en ce moment. Merci beaucoup. Laurent, très preneur des questions que vous posez chez France Active. En même temps aussi, je crois que vous avez bien avancé sur des actions que vous avez mises en place, donc n'hésite pas à nous partager les deux, questions et Ouais. actions. Euh, alors nous, on a une position particulière, hein, parce qu'on fait de la garantie bancaire enfin tout le monde a une position particulière, mais c'est pas qu'elle est meilleure que les autres, mais juste on fait de la garantie bancaire et on fait du prêt et ce financement. Donc ça nous donne forcément un regard particulier, un métier particulier et qui est pas meilleur que les autres, c'est évident.
je pense que ça. Moi, je vois, il y a deux choses. Je reprenais là les besoins qui avaient été exprimés là dans le travail que vous avez fait d'enquête là, où dans les besoins d'accompagnement, il y a du pilotage et de la prospection et de la demande d'accompagnement au pilotage et à la prospection. Et je trouve qu'il y a les deux pieds en fait. Il y a la question, le pilotage c'est le court terme, c'est comment je navigue alors que ça bouge de partout et ce qui est avec toute la difficulté que ça a, y compris de devoir changer de pied. Souvent, enfin, de tirer des bords souvent, etc. Et là où on manque d'outils, et parfois les outils sont mal adaptés, je vais mettre une pierre dans notre champ. On a étudié la cohorte 2019 parce que ça permet d'avoir du recul. Donc les associations et ESS qu'on a accompagnés en 2019, et on a regardé ceux qui ont sinistré. Et qui ont sinistré, il y en a 85% qui n'avaient pas d'outils de pilotage. Alors, ça nous pose un problème vis-à-vis de nous-mêmes sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit aux boîtes. Et c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat que je prends. Mais il y a sans doute, et nous, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. C'est de regarder comment on accompagne à se doter d'outils de pilotage qui soient adaptés. Il suffit pas d'en avoir, mais qui soient adaptés effectivement aux différentes situations. Et après, il y a la projection. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Mais nous, on a la conviction qu'en fait, là, il faut investir. Qu'il faut investir dans les projets, dans le changement, et puis investir. Et nous, on va accompagner ça en investissant financièrement. Il y a un côté où les changements et les éléments de transformation, ils sont majeurs, on l'a évoqué. Et que oui, on va pas s'en sortir simplement en faisant ce qu'on a fait jusqu'à présent avec nos petits bras et à y aller. Et faut qu'on arrive à se doter des moyens qui permettent effectivement d'agir cette transformation. Notre directrice générale, elle avait une image qui était de dire, alors qui était un peu brutale, mais pardonnez-moi comment je la dis, qui était dans les sociétés normales ou dans les grands groupes normaux, quand ils font des transformations, il y a un moment, ils choisissent une orientation, ils mettent du pognon parce qu'ils savent aller le chercher et ils l'ont, ils mettent de l'argent et puis ils y vont et ils déroulent. Ok. Et nous, quand on se dit on prend une orientation, ben, on y va en système D en disant ouais, j'ai mon beau-frère qui va me faire ma feuille Excel, etc. Je caricature, hein, s'il vous plaît, gardez juste l'image et surtout que personne ne se dise mais pourquoi il m'insulte. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça le sujet. Mais je crois il faut que il y a un enjeu et nous en tout cas c'est l'enjeu qu'on se donne en se disant mais comment on accompagne en investissant dans les boîtes qui se mettent sur des stratégies de transformation et avec un risque où on le voit bien, le risque qui se produit là aujourd'hui, c'est que ce soit l'hybridation, que ce soit la commercialisation, que ce soit, etc., c'est qu'en fait, le modèle, il se dénature. Le modèle qu'on a associatif, le modèle de l'économie sociale, il finit par se désagréger et par perdre quelque part son sens, y compris parce qu'on se retrouve en concurrence les uns les autres dans les d'offres, dans les appels à projets, etc. C'est-à-dire que l'ESS, il y a des marchés qui ont été identifiés en tant que tels pour le secteur, pour soutenir le secteur, et puis finalement, on se tire la bourre dedans sur ces appels d'offres pour aller chercher notre part de marché et s'en tirer. Donc il y a quelque chose à réinventer qui est sans doute autour de la coopération. Enfin, ça, c'est une intuition personnelle, mais qui est sans doute autour de la coopération, qui est de la coopération qui est plus large que de la coopération entre associations et entre structures, enfin, des enjeux de coopération de territoire, d'inscription dans les dynamiques locales, voilà. Il y a toute une série enfin, moi, c'est comme ça que je l'identifie, et avec une vraie question, c'est comment on finance ces questions. Comment on finance ces éléments de coopération? Je dis juste un exemple. Je suis d'accord, Oriane. Euh, je travaille un peu sur l'agriculture, on travaille sur l'agriculture en ce moment et on parle de la vente directe et on se dit oui, il y a des magasins de producteurs qui se mettent en place, donc ils font un lieu de vente où il y a plusieurs producteurs, mais il y a aussi l'artisan, etc. Sauf qu'il n'y a pas forcément de structure juridique et puis le local, il est prêté par l'un d'entre eux et puis mais en fait, quand ça arrive chez le banquier, ça c'est complètement illisible, c'est complètement impossible. Comment on finance ça, quoi? Et comment on arrive à structurer? Et forcément, voilà, l'analyse
de la CAF, et je vous en passais des meilleurs, ben, elle marche pas, ou pas complètement en tout cas. Mm. Et comment on porte ça, voilà. C'est en ça que nous, enfin, on vient travailler, mais on a cette conviction, et c'est ce sur quoi notre plan stratégique là qu'on vient de re-signer, d'engager, se positionne, c'est de se dire, oui, allez, il faut investir en fait. Et il faut qu'on se donne les moyens de ça, y compris le moyen de temps pour le faire, pour les organisations, que les organisations puissent le faire. C'est pas des réponses, hein, c'est Super, bah merci beaucoup. C'est super de savoir que France Active se met à investir massivement. Je pense que massivement à la hauteur à la hauteur de l'argent qu'on trouve, évidemment, hein. évidemment, On comme crée tout le pas, monde. on n'a pas de machine, on n'a pas de machine à Mais fabriquer du cash dans ma cave. c'est quand même chouette de se dire que vous êtes dans cet élan-là, plutôt que dans un élan de gérer le risque et de dérisquer au maximum. Enfin, c'est super. Je pense que ça fait des bons messages qu'on a envie d'entendre et besoin d'entendre aussi en ce moment. Marion, chez vous, c'est quoi les actions que vous mettez en place concrètement, si vous avez déjà commencé à en mettre en place? Ouais, nous on s'organise depuis une année environ. Ça a commencé d'abord par tout un travail de sensibilisation et de formation des fondations abritées, puisqu'on abrite au sein de la Fondation de France quasiment 1 millier de fondations, et il fallait qu'il y ait vraiment une prise de conscience de la situation. Et je dois dire qu'il y a encore un an, c'était pas encore une évidence. Tout le monde n'était pas au niveau d'information suffisant. Donc on a organiser des temps de travail, de sensibilisation, des webinaires pour les fondations abritées, mais aussi pour les collaborateurs de la Fondation de France, dont on voit qu'ils ont besoin là aussi de développer leur connaissance de la situation. Alors quand je dis les collaborateurs et collaboratrices de la Fondation de France, c'est évidemment les salariés de la Fondation de France qui travaillent à l'animation des programmes des fondations abritées, mais c'est aussi les 500 bénévoles qui travaillent avec nous et qui sont au contact des associations sur le terrain. Donc là, on engage tout un cycle de webinaires dans les prochaines semaines pour former nos 500 bénévoles. La deuxième chose qui a été mise en place, alors ça peut paraître pas grand-chose, mais je crois que tout à l'heure, quand dans les attentes, il y avait l'idée de ne pas se cacher, on a mis une phrase dans tous les dossiers de demande de subvention qui dit: la Fondation de France est consciente des difficultés que rencontre le secteur associatif pour son financement. N'hésitez pas à en parler dès maintenant et dès le dépôt de votre dossier pour qu'on voit quelles peuvent être les possibilités pour qu'on adapte nos soutiens et nos accompagnements au mieux. Donc, dès les premiers contacts, de pouvoir partager sur ces questions et se dire les choses ouvertement. Troisièmement, on a mis en place, on entend beaucoup des besoins d'accompagnement complémentaires, hein, et c'est ce qu'a montré l'étude du KIF aussi. On a voulu avoir la parole des premiers concernés sur ces besoins d'accompagnement. Parce qu'on peut avoir ce qui semble des évidences et qui parfois sont de fausses évidences sur ces besoins. Donc, on a mis en place tout un travail fin 2025, qui est encore en cours d'exploitation, sur les besoins des associations, sur leur perception de leurs besoins, et puis déconstruire des choses qui pouvaient nous paraître faciles à mettre en place, utiles, intéressantes, et qui ne l'étaient pas forcément. Et on a mis en avant la nécessité de renforcer le secteur d'accompagnement du secteur associatif par le secteur associatif lui-même en particulier. Et puis, tout au long de l'année 2025, on a expérimenté. On s'est dit, on n'a pas conscience de la diversité des situations, de la diversité des besoins. Donc, on a expérimenté, on a vu ce qui venait, voir quelles pouvaient être les réponses qu'on pouvait construire. Et donc, en 2026, on est un peu plus prêt à se dire, voilà, quels vont être nos cadres d'intervention. Alors, d'abord, je dois dire, la première chose, le premier réflexe, il y a encore un an et demi, ça aurait pu dire il faut qu'on mette en place un fonds d'urgence. Ça, évidemment, c'était la fausse bonne solution. Mais de se dire aujourd'hui que dans nos interventions, il faut qu'on assume de ne pas se substituer mécaniquement à la puissance publique, qui doit prendre ses responsabilités. D'abord parce que ça n'est pas notre vocation, mais deux, clairement, le secteur des fondations n'a pas les moyens de se substituer. Et la deuxième option qui doit être très clairement affirmée, c'est qu'on n'a pas vocation à soutenir à tout prix des associations pour survivre. Et que ça, il faut qu'on soit assez clair là-dessus.
En revanche, on peut donner à des associations des moyens pour leur permettre de construire leur résilience, leur robustesse, pour leur permettre de se transformer dans la période qui est celle actuelle, mais aussi peut-être de transmettre leur héritage à d'autres associations, à la société de manière générale. Et puis, de soutenir d'autres associations qui les aident dans cette perspective. Alors, on ne pourra pas aider tout le secteur. On va rester dans une logique où on va travailler dans le cadre de la stratégie des missions sociales qui a été définie par la Fondation de France dans le cadre de nos 9 collectifs d'action. Et on va pouvoir proposer un soutien renforcé aux associations. Et puis, dans une deuxième part, un soutien aux associations qui vont aider les associations. Alors, ça a commencé par le soutien qu'on a fait avec le mouvement associatif pour la mise en place de prêts vassaux dans plusieurs régions. Donc, c'est une démarche qui a été testée en Occitanie depuis plusieurs années. Et on a voulu pouvoir faire en sorte qu'elle puisse se développer pour des associations qui ont en situation de grosses difficultés de trésorerie. On soutient France Active dans la logique que Laurent vient d'expliquer. On soutient Coordination Sud pour les associations, pour l'aide aux associations de solidarité internationale, et on est en train d'étudier d'autres propositions d'associations qui se mobilisent en faveur du secteur. Alors, ces derniers mois, on a aussi vu ce qui pourrait être des pistes de travail pour l'avenir. On a eu des demandes sur du soutien à des associations en fonds propres et on doit pouvoir, y compris sous forme de subventions, y répondre lorsque ça peut permettre de faire levier pour d'autres financements, pour des financements bancaires en particulier. Donc, on commence à regarder à quels endroits et à quelles conditions une intervention en fonds propres peut être utile. On réfléchit aussi à comment mobiliser notre dotation pour avoir un levier de financement supplémentaire dans une logique plus d'investissement, mais d'investissement patient, d'investissement à intérêt modéré. Et puis plus largement, on engage une réflexion plus prospective. Je voyais que quelqu'un disait, mais alors qu'est-ce que c'est la solution pour les modèles économiques? On n'en sait rien. On a une logique qui est plus de se tourner vers la question des modèles socio-économiques, qui sont la spécificité des associations et de leur insertion dans la société. Quels sont les modèles socio-économiques de l'intérêt général? L'avenir du financement privé de l'intérêt général, dans le contexte qui est le nôtre, pourrait encore évoluer. Voilà les pistes de travail qu'on a aujourd'hui. On sait que les questions qui vont se poser à nous ne sont pas terminées et qu'il va y avoir encore des remous, des secousses. Donc, il faut qu'on arrive à maintenir une certaine agilité pour travailler ensemble sur ces questions. Merci beaucoup, Marion. Passionnant. Josépha, de ton côté, c'est quoi les questions chez Ronalpia? Peut-être parler de ce qu'on a essayé de mettre en place sur ces derniers mois. Léna le disait en introduction, la consultation, on l'a faite chez Ronalpia en mars dernier avant qu'elle soit démultipliée au niveau du KIF. Et on a lancé dans ce cadre-là, dans un premier temps, un peu démunis aussi au début de se dire comment on est vraiment en soutien. Et je pense que c'est la question qui nous anime dans le cadre de ce webinaire et puis collectivement, de se dire comment on est à notre juste place dans le soutien à ces organisations. On a d'abord mis en place une offre coup de pouce justement pour les organisations qui avaient des grosses difficultés parce que un des premiers retours, c'était vraiment de prendre de la hauteur sur le modèle et sur la piste des actions à développer, donc qui a bénéficié à une quinzaine de structures de notre communauté. On s'est dit aussi qu'un des enjeux prioritaires qu'on identifiait, c'était déjà d'ouvrir des espaces de dialogue en vérité comme on le fait aujourd'hui. Donc, on a lancé un cycle qui s'appelle Osons parler de ce qui fait peur, qu'on a développé sur fonds propres de la structure, pour parler de tout ce qui fait peur, à la fois des termes de procédure judiciaire, de la santé mentale des dirigeants. Marion l'évoquait, de l'héritage et du rebond. Et ces questions-là, on s'est dit que le mieux, c'était de se les poser avec les premiers concernés, donc avec les dirigeants associatifs et de l'ESS, et déjà d'ouvrir la parole sur ces questions et d'essayer de trouver des pistes et du soutien collectif au sein des dirigeants.
On a, et ça c'est un petit peu plus ancien, mais on l'a vu dans le cadre de la consultation, la question de la santé mentale des dirigeants, elle est au cœur en tant que maître, on va dire, et à bord de ces bateaux qui tanguent en ce moment. Et depuis 2024, on est coporteur de la démarche d'action recherche Inspire sur la santé mentale des dirigeants et qui vient essayer d'identifier quels sont les facteurs de fragilisation des dirigeants, mais des organisations aussi, dans l'objectif d'avoir un impact pas uniquement en urgence, mais de pouvoir agir plus largement sur, sur cet écosystème et toutes les relations et interactions qu'ont les dirigeants de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Donc, c'est une action recherche qui n'est pas terminée, donc on n'a pas encore toutes les réponses, mais qui nous a permis à la fois de rentrer dans le sujet et d'y réfléchir en compagnonnage avec Faustine Weckel, Sylvain L'Huissier et Julien Duvivier et Intermed notamment. Et aussi d'agir, on a pu lancer à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes des groupes de pairs pour intervenir directement dans une logique d'analyse un petit peu des pratiques des dirigeants. Donc voilà, la question de la prévention, la question de la santé mentale des dirigeants, de l'action un petit peu coup de pouce, et puis des projections un peu plus long terme. J'en parlais tout à l'heure, mais on a fait le choix de mettre en jachère notre programme d'accompagnement au changement d'échelle, en se disant que c'était pas la priorité de notre action aujourd'hui, et plutôt d'essayer de défricher ce que voulait dire accompagner à la robustesse des organisations. Donc on va pouvoir lancer un programme d'accompagnement à partir de mars prochain. Euh, donc voilà, des questions à la fois stratégiques sur le développement de nos activités et puis de pouvoir tester, expérimenter aux côtés des entrepreneurs. Et voilà, on attend à chaque fois des retours des dirigeants pour que on puisse nous aussi être agiles en disant bah ça répond pas aux besoins, on arrête et de continuer de trouver des solutions avec eux. Donc voilà pour donner un petit échantillon de ce qu'on fait aujourd'hui et dans ce qu'on fera. Je te laisserai Léna le partager aussi dans le cadre de la feuille de route du kiff. Merci beaucoup, mais oui, oui. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on avait vraiment besoin de vous entendre, chacun depuis vos places, sur à la fois les questions que vous vous posez, les solutions, solutions, je sais pas, mais en tout cas les actions que vous avez commencé à mettre en place. Je pense que c'est important aussi, et c'est un terme qui tient à cœur à nos amis de l'exploration systémique, de cultiver l'empathie entre les parties prenantes, et que c'est aussi comme ça qu'on arrive à mieux se comprendre les uns les autres, et donc à mieux coévoluer et à mieux traverser ensemble ce changement de paradigme dans notre écosystème. Donc merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Du coup, on ouvre la dernière séquence de ce webinaire pour vous partager ce que proposent aujourd'hui les différents accompagnateurs. Donc je vais être très succincte parce que on manque de temps, mais globalement, vous dire que 5 membres du KIF vont lancer des programmes d'accompagnement à la consolidation dès 2026. Il y a 2 appels à projets qui sont en cours, un chez Atis et un chez Make Sense. Je crois que les appels à projets sont dans le chat et le Labo des partenariats, Ronalpia et les Écosoli vont lancer leur propre programme au printemps. Ils partagent tous la même dynamique, c'est de l'agilité, bien évidemment, et ils partagent leur ingénierie en se disant qu'en fait, ils vont bien évidemment s'adapter et faire beaucoup plus de sur-mesure que d'habitude pour s'adapter aux besoins des dirigeants, des dirigeantes qui seront là pour recevoir un accompagnement de leur part. Donc voilà, donc ça, c'est plus pour vous dire que c'est les premières actions très, très concrètes et un peu méta qui sont en train de se mettre en place chez les membres du KIF. Vous dire aussi que Anthropia ESSEC travaille depuis plusieurs mois sur une étude sur les facteurs clés d'échec des entreprises de l'ESS, que cette étude sera disponible à partir de mars. Et je crois qu'il y a Gaël qui va vous mettre aussi le lien dans le chat si vous voulez être tenu au courant de la sortie de cette étude, qui est un peu la première étude sur les causes d'échec des entreprises de l'ESS au niveau international. Donc ça, c'est ce qui va se passer à l'échelle
territoriale. Et puis vous dire aussi qu'à l'échelle interterritoriale, donc à l'échelle du KIF, les membres se sont rassemblés, ont lancé cette démarche traversée, à la fois pour essayer de mieux comprendre, mais aussi pour agir. Donc on a fait un tour évidemment de tous les acteurs de l'écosystème, de tout ce qui est déjà proposé aujourd'hui. On est sûr que notre juste place ne sera pas d'accompagner et d'épauler les dirigeants sur des enjeux d'urgence, mais plutôt d'être dans des enjeux d'anticipation. Vous l'avez tous dit, on est face à une mutation, on est face à un changement de paradigme. On n'a plus on sait plus très bien sur quelle branche on peut s'appuyer, et donc il faut recréer ces branches, il faut recréer ces axes de solidité pour recréer de la robustesse. À la fois, du coup, on a très envie de travailler sur les enjeux de sensibilisation, donc de dupliquer ce que Josepha évoquait tout à l'heure, de oser parler de ce qui fait peur, donc des formats de discussion dans des cadres de sécurité entre les dirigeants, mais aussi les gouvernances, sur quels sont les signaux faibles, oser parler de faillite, oser parler de transmission, qui sont des sujets clés. Donc, vraiment avoir ce module de sensibilisation. Ensuite, travailler les alliances stratégiques, on en est convaincu. Cette robustesse, elle passera par des alliances. Elle passera par des alliances entre différentes parties prenantes. On aime beaucoup Pablo Servigne qui parle du réseau des tempêtes, qui sont les quelques personnes que vous appelez à 4 heures du matin si vous avez un problème. On est convaincu que c'est la même chose pour le tissu associatif et pour notre secteur de l'intérêt général. Or, ces alliances stratégiques fécondes, elles s'anticipent, elles se prévoient, et c'est pas à 4 heures du matin qu'on appelle pour dire on se connaît pas, mais est-ce que tu veux bien me filer un coup de main? Et donc, il y a vraiment un enjeu de réussir à se poser la question de est-ce que je veux coopérer, comment je veux coopérer, avec qui je veux coopérer, comment je formalise ces alliances dès maintenant. Et donc, c'est tout ce qui a été développé par Atis depuis plusieurs années, des modules qui s'appellent Coopérer, pourquoi pas moi, qu'on va déployer dès 2026 un peu partout. Josépha en parlait, on est très fiers d'être partenaire de l'action recherche Inspire sur la santé mentale des dirigeants associatifs, et donc les membres du KIF seront des partenaires opérationnels de déploiement pour qu'il puisse y avoir des groupes de pairs dans chacune des régions pour les dirigeants associatifs qui le souhaitent. Et puis, on a très envie de lancer un parcours pour des dirigeants d'anticipation qu'on va appeler Plan B, qui sera vraiment sur anticiper les crises, les multiples crises, comment j'en parle à mon équipe, comment j'en parle à ma gouvernance, comment est-ce que je fais, comment je pense mon plan B, mon plan C, mon plan D, et comment est-ce que je prends du temps pour penser ces différents scénarios, les anticiper, et donc être plus robuste face à l'étendue de toutes les crises qui sont là et qui vont arriver. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est notre plan d'action, c'est ce qu'on a très envie et c'est ce qu'on va faire dès cette année avec tous ceux qui ont envie de faire avec nous. Donc n'hésitez pas, vous, si vous avez envie de vous joindre à nous, que ce soit pour coporter les actions avec nous, que ce soit pour être partenaire, filer un coup de main. Enfin voilà, les portes sont grandes ouvertes. On sait que toute cette transformation, on va la faire de manière collective. Donc encore une fois, c'est un appel vraiment si ça vous intéresse, à venir en discuter avec nous. Et donc, pour cette dernière séquence, je vais demander à Louise de Rochechouart de la Vise de nous parler aussi de ce que fait la Vise sur ces sujets-là. Je suis désolée, Louise, il est 12h23, mais je suis ravie que tu sois là avec nous. Donc, Louise, pour nous parler à la fois de la démarche Incubateur 2030, ce que vous lancez au sein de la Vise, et puis aussi, vous avez vraiment une vision européenne. Vous êtes notre tête de réseau qui avait une vue sur ce qui se passe dans d'autres pays, et je crois qu'on a très envie et besoin aussi de se dire, est-ce que c'est que nous, la France? Est-ce que c'est ailleurs aussi qu'il se passe des choses comme ça? Et est-ce qu'il y a des bonnes idées à aller piocher chez nos voisins européens? Je t'en prie, Louise, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour ce binaire. Je vais rester dans le cadre qu'on s'est donné, même s'il y aurait plein de choses à rebondir sur tout ce qui a été dit, mais je reste dans le timing pour pas trop déborder. En effet, peut-être juste partager côté Avise et notamment dans le cadre du réseau national des incubateurs qu'on anime depuis une dizaine d'années et dont le KIF est membre, bien évidemment. Donc vraiment sur chez des incubateurs, suite à justement la rencontre nationale des incubateurs de l'ESS qui avait eu lieu en octobre 2025, on avait organisé un atelier avec notamment les directeurs de ces structures pour bah, voilà, parler de ce contexte dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Mais comment du coup ils re-questionnent le modèle des incubateurs, que ce soit modèle économique, que ce soit positionnement, comme Josépha en a parlé aussi tout à l'heure, que ce soit du coup nouvelle piste aussi à
à renforcer et développer, voilà, coopération entre incubateurs, diversification de partenariats, etc. Également aussi sur les évolutions des besoins des porteurs de projets. On a parlé notamment, en effet, santé mentale, des dirigeants, accompagnement sur d'autres dimensions que peut-être juste la partie technique, création de projet. On a lancé du coup début 2026 au sein de ce réseau un groupe de travail à la fois prospectif mais à la fois aussi qui se veut assez concret à court terme sur voilà, Incubateur 2030. Qu'est-ce que c'est le métier d'incubateur de l'ESS et d'accompagnateur de ces initiatives dans 5 ans, en gros, comment est-ce qu'on prévoit un petit peu ça? Donc, on a aujourd'hui une dizaine d'incubateurs, dont certains membres du KIF qui font partie de ce groupe de travail. Et il y aura en gros 3 temps de travail là sur le premier trimestre 2026 pour bah, voilà, identifier déjà un petit peu des pistes d'action, à la fois de ce qui peut être fait à court terme, mais aussi comment plus globalement on pense ce métier, cet accompagnement à plus long terme. Donc ça, c'est un gros chantier qu'on lance. Voilà, donc ça, c'est un première chose très concrète. On en a parlé un petit peu aussi avant le niveau européen, peut-être sur le niveau national rapidement, mais alors c'est plus du court terme pour le coup. Mais il y a un besoin aussi quand même de répondre à tous ces enjeux et toute cette crise à laquelle on est confronté. Donc il y a en effet beaucoup de initiatives qui se déploient au niveau national. Donc c'est important à saluer parce qu'en vrai, malheureusement, il y a pas mal de besoins et donc c'est quand même hyper positif. Donc bah, Marion et Laurent en ont parlé aussi, hein, évidemment. Prévasso, nouveau dispositif de France Active, SOS Employeur. Nous, on est aussi opérateur du DLA qui vise aussi à du coup s'adapter hein, à la situation de ces associations de bénéficiaires. Et donc pareil, comment est-ce qu'il peut bah voilà, répondre aussi à des associations qui seraient en crise et où il n'y aurait pas d'accompagnement du coup dédié sur le territoire. Donc comment est-ce que on accompagne de façon un peu plus réactive, de façon encore plus sur mesure, de façon plus adaptée sur des sujets un peu plus 360 aussi, sur les sujets qualité de vie au travail, risques psychosociaux des dirigeants aussi. Comment est-ce qu'en fait on élargit toute cette palette-là. Euh, voilà, et puis nous, d'un point de vue plus avec notre casquette avis outillage, on essaye aussi, comme d'autres, hein, évidemment, d'apporter notre pierre à l'édifice et voilà, de pouvoir apporter bah, de la lisibilité sur ces différents dispositifs, initiatives, les cartes. On a une cartographie qui va sortir avec les différents dispositifs justement pour comprendre à qui je peux m'adresser en fonction d'où j'en suis dans la crise. Voilà, donc on travaille tous là-dessus, en tout cas en articulation et coordination. Donc bon, voilà, c'est le positif dans le contexte un peu de crise. Et peut-être du coup pour finir sur un niveau européen, bah, en fait ce qui est intéressant c'est que enfin, il y a deux dynamiques un petit peu différentes. Depuis 5 ans maintenant, il y a quand même une forte stratégie, en tout cas au niveau de la Commission européenne, de comment est-ce qu'on développe et on pérennise l'innovation sociale. Voilà, c'est un peu tout et rien dire, je suis d'accord. Mais avec du coup quand même un axe très fort sur notamment le financement. Donc comment est-ce qu'on trouve justement des nouveaux modèles, comment est-ce qu'on partage les différents modèles qui existent dans les différents pays. Alors, innovation sociale, c'est pas toujours la même définition selon les pays. Mais il y a quand même beaucoup de travaux là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on finance mieux? Comment est-ce que du coup on accompagne la robustesse de ces structures et comment est-ce qu'on travaille leur développement et notamment leur intégration, meilleure intégration dans les politiques publiques. Et donc là, ça fait écho aussi. Il y avait des questions dans le chat sur comment est-ce qu'on arrive à aussi mieux impliquer la puissance publique et les pouvoirs publics pour soutenir ces initiatives. Et donc, il y a en gros là des projets de partage entre pays européens sur justement les initiatives qui sont mises en place chez les uns et les autres. Donc, de façon très concrète, par exemple, nous, la VISE, en tant que Centre national de compétences pour l'innovation sociale pour la France, on est dans un consortium avec 4 autres pays, la Suède, 3 autres pays, pardon, la Suède, l'Espagne et le Portugal, pour justement partager nos pratiques, les capitaliser, les diffuser globalement. Et en gros, les 27 pays européens sont impliqués dans ce genre de dynamique. Donc là, il y a pas mal de travaux qui vont sortir sur 2026-2027 pour justement voir qu'est-ce qui est fait entre les différents pays. Et ce qui est juste intéressant aussi, c'est que je disais que l'innovation sociale, elle est assez différente, la définition selon les pays. Là, ce qui est intéressant, c'est que très récemment, au sein de la Commission européenne, il y a justement quand même un élément un peu nouveau qui a été présenté, que l'économie sociale, c'est la colonne vertébrale de l'innovation sociale en Europe. Donc, ça la repositionne quand même vraiment au centre de ces dynamiques-là. Donc, ça, on est hyper contents, nous, et ça permet vraiment de pousser ces initiatives. Et peut-être là encore je reviens sur un niveau très concret et je refais le lien avec notre initiative Incubateur 2030. Mais là, pareil, on a été justement contacté par d'autres pays européens qui souhaitaient du coup pouvoir avoir cette même réflexion du groupe de travail Incubateur entre différents pays. Et donc là, justement, on a pour projet de déposer une candidature commune avec la Belgique, la Suède et le Portugal
pour travailler justement ensemble ce métier d'incubateur et modèle économique incubateur, comment est-ce que du coup on peut le travailler à plusieurs et comment ça dépasse justement les seules frontières nationales et qu'on peut aller plus loin. Donc il y a des choses qui se lancent, c'est plutôt à venir. Il n'y a pas encore forcément des résultats aujourd'hui très, très tangibles, mais ça devrait se faire dans les prochaines années. Donc, il faut encore tenir, malheureusement. Mais voilà, ça bouge, donc ça réagit et c'est quand même bon signe. Voilà, même si c'est pas une période facile. Je partage malheureusement tous ces constats. Super, merci beaucoup Louise. Merci de cette ouverture aussi européenne. Je pense que ça nous fait du bien de sortir de notre vision très territoriale nationale. Il est midi et demi. Je voulais vous dire un grand merci. Vous étiez 200 pour ce webinaire. Merci beaucoup aux intervenants de vous être confiés, d'avoir parlé avec autant d'authenticité. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment, de se parler, de cultiver l'empathie entre nous, de justement éviter ce repli et de continuer à ouvrir grand les bras, à ouvrir grand le cœur pour continuer à se dire qu'en fait, c'est ensemble qu'on va réussir ces différentes traversées, chacun à notre manière, mais en tout cas, ensemble. On est désolé, on n'a pas le temps du coup de répondre aux questions, mais on trouvera une manière d'y répondre, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit en publiant certains articles. En même temps, on se disait que les questions, c'était pas vraiment des questions, c'était plutôt des étonnements, c'était plutôt des invitations à réfléchir, à faire de la prospective ensemble. Et donc, on appelle aussi, nous, de nos voeux, à avoir des espaces comme ça où on peut faire de la prospective ensemble sur les nouveaux modèles économiques, sur les nouvelles gouvernances, sur comment est-ce qu'on peut plus se serrer les coudes. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc, merci beaucoup vraiment à tous. On est convaincus que c'est l'alliance qui va nous permettre de traverser tout ça. On en fait la preuve tous les jours au sein du KIF, puisqu'on a une alliance de 9 structures d'accompagnement, de 9 accompagnateurs. Et on s'appelle le KIF parce que c'est kiffant aussi de faire ensemble. Et c'est kiffant de travailler dans l'innovation sociale, dans le secteur de l'intérêt général, même quand c'est dur. Moi, j'essaie de me rappeler tous les jours que j'ai de la chance. Voilà, merci beaucoup, beaucoup à tous. Bon après-midi, merci d'être restés jusqu'au bout. Et à très bientôt. Au revoir.